Oui. C'est bon? OK. Ben, bonsoir tout le monde. Merci de participer à cette consultation publique qui va prendre une forme un petit peu spéciale. Je vous explique. En fait, on avait bien l'idée de faire une consultation publique, mais il semble qu'on n'ait pas respecté les délais d'affichage de la vie publique. Alors donc, on tient la réunion comme si c'était la consultation. On va vous présenter l'essentiel des changements qui ont été apportés. On va prendre toutes les questions. On va tenter de répondre à vos questions ce soir même. On a Christophe Savoie, notre urbaniste, sur place pour nous aider à le faire. Et si on n'est pas capable de vous répondre, on va prendre le temps de faire la recherche et de vous répondre plus tard. Puis il y aura donc une deuxième consultation publique. Fait que c'est juste bon. Il y aura plus d'informations, plus d'occasions pour les gens de se renseigner, de participer et de poser des questions. Alors, ce qu'on va faire, ce que je propose, c'est plutôt que de commencer par la consultation, on va adopter notre ordre du jour, puis on a un point dans le deuxième point de déroulement de notre séance qui va traiter des changements qui sont apportés par le projet, le projet de Omnibus, projet de règlement, c'est le mot que je cherchais. Alors, donc, on va y aller avec l'adoption de l'ordre du jour qui propose Josiane et Marie-Claude. Parfait. Ça, c'est le point 1. Le point 2, tout de suite, présentation du règlement Omnibus qui viennent, dans le fond, modifier les règlements de zonage, de lotissement, de construction, le règlement sur les permis et certificats, le règlement sur les PIIA, plans d'intégration et d'implantation architecturale, le règlement sur les conditions d'émission de permis de construction également. Alors donc, cette présentation qui assomme, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller lire un peu le texte du projet de règlement qui était déposé sur le site Internet. C'est possible aussi, et c'est toujours possible, d'avoir une copie papier pour ceux qui préfèrent lire sur du papier en se présentant à l'hôtel de ville. Moi, je vais simplement aller dans l'essentiel de ce qui est présenté parce que ce règlement, juste vous expliquer, ça vient comme corriger des petites situations, des anomalies, des omissions. Quand on a fait l'adoption en 2022 de nos projets, de toute la révision, dans le fond, de notre plan d'urbanisme, il y a des petites choses que c'était beaucoup de documentation, des petites choses qui ont été oubliées ou qui sont à corriger. Fait que ce règlement Omnibus nous permet de traiter d'un peu toutes sortes de choses. Il n'y a rien de majeur, rien qui vient chambouler, sauf, je dirais, comme peut-être à 2 ou 3 exceptions près, la façon de faire à l'intérieur du territoire de la municipalité. Alors, je commence tout de suite avec juste comme un survol de ce qui est modifié. Donc, on vient préciser, dans le fond, dans le groupe agricole, quelles sont les classes d'usage. Les classes d'usage restent les mêmes. On va simplement ajouter à ce groupe-là les activités éducatives reliées à l'agriculture, l'agroforesterie et la foresterie. Ça ne faisait pas partie de ça avant. Puis, on sait qu'on a notre projet de parc municipal qu'on veut éventuellement transformer en forêt-école. Il faut nous donner la possibilité de faire, dans le fond, de répondre à nos objectifs en cette matière. On avait un point aussi qui touchait les marges. Les marges doivent être respectées à l'exception des marges latérales qui peuvent être réduites à 3 mètres. Ce qu'on change, c'est les marges doivent être respectées. Il n'y a pas de « à l'exception de », ça reste comme un standard pour l'ensemble de ce point. Dans les dispositions relatives aux appareils de climatisation, de thermopompe, on rajoute « et génératrice ». Donc, tout ce qui s'appliquait aux appareils de climatisation et de thermopompe va aussi maintenant s'appliquer aux génératrices. Si c'est quelque chose de pas correct, tu as le droit. Tu as le droit de le dire. Là, l'autre avant, un ajout. On vient ajouter des dispositions supplémentaires pour les bonbonnes et les réservoirs sur les distances par rapport aux bâtiments, par rapport aux résidences, par rapport aux marges.
aussi. C'est bon? Ensuite, j'ai un point des modifications pour les dispositions relatives aux abris d'auto. L'abri d'hiver plutôt pour auto doit être installé à plus de 0,50 mètres d'un trottoir, alors qu'avant, c'était 2 mètres. Là, on vient comme permettre, nos terrains sont très courts dans le noyau villageois, permettre donc l'installation plus proche du trottoir. Pour les cases de stationnement, on parle toujours à l'intérieur du périmètre urbain. Avant, c'était le nombre minimal de cases de stationnement requis. Avant, le minimum était 1 case par logement. Puis on rajoutait une demi-case par chambre dans une habitation. Ça fait beaucoup de stationnement. Puis le maximum était de 2 cases par logement ou 1 case par chambre d'une habitation. Alors maintenant, c'est 2 cases, le nombre minimal. Je ne veux pas dire de niaiserie, hein? 2 cases par logement, 1 case par chambre d'une habitation. Non? C'est ça qui change. En fait, ce qui change, c'est le nombre de cases minimales. C'est ça. Avant, c'était 1 plus 0,5 plus 0,5 plus 0,5. Fait que, mettons, une habitation avec plusieurs chambres à coucher, tu peux facilement te trouver avec 3 cases. Fait que là, on a juste descendu ça à 2 cases, c'est le minimum pour les logements. Et maximum? Le maximum, ça c'est une average. Hein? Est-ce que vous oubliez? Ouais, non, je suis capable de voir. Non. C'est le maximum, qu'est-ce qu'on a changé, c'est qu'avant, c'était 2 cases par logement ou 1 case par chambre, puis maintenant, c'est juste 1 case par chambre. C'est ça. Le maximum. C'est ça. Alors, puis si vous voulez comme interrompre en cours, parce que c'est pas toujours facile de retenir au complet, il y a 0 problème, là, on est très polyvalent. Il y a l'accessibilité aux véhicules électriques aussi dans les nouvelles constructions. Il faut prévoir maintenant l'installation des bornes de recharge. Il y a évidemment, selon les usages, si c'est multifamilial, si c'est unifamilial, si c'est un usage non résidentiel, il y a différentes données différentes. C'est ça, c'est différent. Donc, si je résume ça, c'est surtout les multifamiliales puis mix. Dans le fond, quelqu'un qui a un unifamilial, on peut l'obliger à avoir sa borne de recharge, mais quelqu'un qui construit un usage, un multifamilial ou un bâtiment mix, fait qu'on retrouve le commerce puis le logement. Dans ces cas-là, il faut prévoir d'avance qu'il y ait au moins 25% de bornes, 25% de bornes en fonction du nombre de nouveaux logements. OK. Puis il y a aussi des unités de stationnement pour vélos qui sont maintenant exigées quand il y a une nouvelle construction. C'est vraiment pour les nouvelles constructions. Nouvelles constructions, oui, c'est ça, exactement. Alors là, on rentre après dans toutes les modifications qui sont entraînées par notre règlement pas le règlement directement là-dessus, mais ce qui traite de la pollution lumineuse. Puis ça, je vais laisser Christophe, c'est un bon bloc, ça, là, présenter l'essentiel. De la pollution lumineuse. C'est ça. Oui, c'est que dans le fond, on vient rajouter tout un nouveau chapitre dans notre règlement de zonage qui va porter sur uniquement l'éclairage. Donc, première des choses, on est venu définir des zones d'éclairage. Là, je n'ai pas le dessin, ça aurait été le fun de je l'ai. montrer ça. Non, pour le présenter, oui. Mais grosso modo, il va y avoir 3 zones d'éclairage. Donc, la zone A, c'est quand on projette vers le ciel, fait que tout ce qui est au-dessus de l'horizon. Il y a la zone B, après ça, c'est vraiment au niveau de l'horizon, fait que dans ce sens-là. Puis il y a la zone C qui est en bas. Donc, nous autres, on va juste autoriser l'éclairage en zone C. Tout ce qui est au niveau de l'horizon et plus haut va être proscrit. Puis, grosso modo, ça se résume avec l'ajout d'abat-jour pendant sur tous les types de lumière. Fait que l'éclairage exposition des maisons, il va falloir qu'il y ait des abat-jours pour que ça projette vers le bas. Fait que ça ressemble beaucoup à ça. Après ça, il y a certaines exceptions à ça. Fait que, mettons, piscine de spa, il y a d'éclairage là-dedans. L'éclairage n'a pas le choix d'être vers le haut. Fait que ça, c'est pas assujetti. Il va y avoir des exceptions pour les terrains de sport, mettons, pour les éclairages de Noël, pour des choses du genre. Les sorties de construction aussi, il va y avoir des exceptions. Puis, aussi, il va y avoir un peu une règle d'usage. Fait que ça peut être de l'éclairage extérieur qui est un peu non nécessaire, qui est peu utile pour une question de sécurité.
Fait que, mettons, vous avez juste de la lumière dehors pour votre gazebo, pour votre piscine ou peu importe. C'est qu'elle soit juste ouverte quand elle est nécessaire. Fait que pas d'heure qui vous oblige à fermer les lumières à l'extérieur, mais juste le gros bon sens qui spécifie pas votre installation de fermer la lumière. On va avoir aussi quelques notes sur la couleur des ampoules pour la lumière extérieure. Fait que la couleur de lumière doit être de 2200 Kelvin ou moins. Puis il y a certaines exceptions à ça, encore une fois, pour les stations de service, pour les commerces, puis pour les entrées de bâtiments aussi. Donc, ça fait un peu le tour pour ça. Il y a aussi des dispositions pour les serres. Fait je ne pense pas qu'on en ait encore à faire des serres, des serres plus commerciales, mais qui font de la culture avec de la lumière. Mais si c'est le cas à cette heure, il va falloir vraiment qu'ils mettent des panneaux pour empêcher la lumière de sortir des serres. Ouais. Je ne sais pas si je juste valide mes affaires, je fais un peu par cœur, mais je pense que j'ai fait le tour. Je pense que tu as fait pas mal le tour. Ouais. En fait, on comprend l'essentiel là-dedans, c'est de protéger le ciel étoilé dans le mieux possible, le plus possible. Donc, puis je tiens à remercier notre comité environnement, consultatif environnement, qui a travaillé fort à l'élaboration de tout ce règlement, puis qui a fait à la demande aussi du conseil, on doit dire, qui a été sollicité par des citoyens, de travailler en ce sens-là. Fait que c'est un bel aboutissement. Le comité a également travaillé à un nouveau règlement sur l'eau. On a mis à jour tout notre règlement sur l'eau. Puis on a déjà des petits ajustements à y apporter là, en termes de pour ce qui est de s'il y avait des lavotos automatiques, on n'a pas ça là, à Fredericksburg, mais on prévoit au cas sur le système fonctionnel de récupération de l'eau qui est utilisée. On ajoute aussi, il y a des dispositions qui sont relatives à l'évacuation des eaux pluviales. Et là-dedans, on dit on parle à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, qui est interdit pour toute nouvelle construction d'évacuer l'eau des gouttières, des descentes pluviales, et on ajoute des puisards et des fosses de retenue directement à l'égout sanitaire, à l'égout pluvial, au fossé, à la voie de circulation ou au réseau hydrographique. Donc, tout ça nous amène aussi à mieux gérer, dans le fond, le ruissellement d'eau. Je veux pas comme il y a des ajouts qui touchent les jardins de pluie. Là, quand je fais ça, là, ça veut dire vas-y. Comme tu aussi dit, à ce moment, notre règlement est précisé qu'on ne veut plus que l'eau se retrouve pour les infrastructures de la ville. On veut que les gens gèrent leur eau de ruissellement sur leur terrain. Ça veut dire, souvent, quand on a la chance d'avoir des arbres ou des espaces de végétation, c'est assez simple, c'est d'envoyer l'eau vers les arbres de la végétation sur son terrain. Mais dans certains cas, les terrains ne sont pas assez gros ou les superficies de toiture sont trop grandes par rapport à la végétation de ville. Fait qu'à ce moment-là, il faut aménager des jardins de pluie. Fait que notre règlement maintenant prévoit un peu des normes qui encadrent l'aménagement des jardins de pluie. Tout ça aussi, ça veut faire aussi que quelqu'un qui a un nouveau projet de construction, il va falloir qu'il démontre à la ville son plan de gestion d'eau. Il va falloir qu'il fasse un petit croquis qui dit regarde, ma toiture va faire 100 mètres carrés, mais j'ai 500 mètres d'arbres dans ce coin-là. Je peux juste comme, envoyer toute l'eau dans ce coin-là. Puis à ce moment-là, ça satisfait nos exigences. C'est correct. Dans d'autres cas, par contre, si le pourcentage n'est pas respecté, le pourcentage, c'est 20%. Si les surfaces abusives à votre sonde de pas 20% de la superficie imperméable. Fait que si la personne n'est pas en mesure de respecter ce 20%-là, à ce moment-là, c'est vrai qu'il va prévoir de faire des jardins de pluie. Puis après ça, plus que ta toiture est grosse, plus que ton stationnement est gros, plus que les exigences deviennent difficiles, un peu plus exigeantes. Ouais. Fait que ça fait en sorte que tu as besoin de faire plus de calculs, notamment pour quelqu'un, mettons, qui a une très grosse toiture, très gros stationnement, il va falloir qu'il fasse des calculs en fonction des débits maximum, pas maximum, mais comme des tempêtes exceptionnelles un peu. Voir qu'est-ce que ça va causer. Puis tout ça, ça calcule par des ingénieurs, mais on parle vraiment de grandes surfaces.
Des bâtiments commerciaux. des bâtiments commerciaux. Il n'y en a pas beaucoup à Scali, là, mais Ou des usines. les usines, ouais. Fait que ces personnes-là vont avoir plus de contraintes un peu par rapport à la gestion d'eau. Fait que tout ce bloc-là, ça. Oui, à peu près, effectivement. Je vais passer la grille des usages pour aller directement. Oui, Oui. pardon, excuse-moi. Le règlement va s'appliquer à tous ou seulement aux nouvelles constructions? À tous. À Comme tous. Comme plus dans le règlement des mises-en, c'est pas dans le règlement de construction. Dans le règlement. Est-ce que ça En fait, ça va aller ça apparaît dans le règlement de zonage. Ça apparaît dans le règlement de zonage. Mm. Là, c'est sûr que on n'est pas venu indiquer une date dans le règlement. Si, mettons, on veut qu'il y ait un effet, on pourrait dire, mettons, que d'ici, mettons, 2026, tout le monde doit se conformer, et que son drapeau doit tout être changé, peu importe. Là, on n'a pas mis de date, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'effet coercitif pour ce qui se passe, pour ce qui est fait avant. C'est sûr que toute nouvelle construction, toute nouvelle ajout mineur doit respecter le règlement qui est ton cœur, mais qui ça, là, on vient. Une autre question. Oui. Donc, j'ai bien compris, il va y avoir un délai ou. Ben non, c'est ça, on n'a pas mis, on aurait pu dire, mettons, que d'ici telle date, en 2026 ou 2027, tout le monde est obligé de changer leur lumière pour ça. Est-ce que j'entends que tu souhaiterais qu'on mette un délai? Il y a des citoyens qui expriment. Oui. On est satisfaction de ça. Et Oui. là, donc, ce qu'on comprend, c'est que ceux qui ont déjà un éclairage agressif, là, si on veut. Ouais, le mot est bon. C'est bon. Les autres ne sont pas contraints de ce. À moins qu'on mette Mais une date. il faudrait Ça- mettre une date. C'est ça. On est justement, c'est à ça que ça sert. Cette période-là, on est en projet. On veut entendre les gens, puis on veut savoir est-ce que. Alors oui, si on va prendre ça, puis on va délibérer, savoir si on ajoute une date de contrainte, dans le fond. Oui. Oui. Il y a une force, en fait, il y a une force maximale et il y a également une couleur qui est. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a fait deviner ça. Mais... Par expérience, je pense que les 2200, c'est assez dur à trouver. Il me semble que c'est plus de 2700 la norme classique dans les. Il faudrait vérifier, mais dans les quincailleries, en bas de 2700, je pense que c'est assez dur à trouver. En bas de 2700? Faudrait fouiller. On va regarder. Ou de demander pour Oui. OK. OK. Ben, c'est noté. On va regarder. Ça, est-ce qu'il y a possibilité de faire comme une dérogation mineure à quelqu'un pour des fins de sécurité, moi, je dois éclairer en. C'était soumis au Ouais. règlement de zonage. Ça, oui, c'est un peu un choix, là, mais mettons, nous autres, on l'a mis dans le zonage. Il y a certaines villes qui mettent ça dans un règlement à part. Ça, comme que tu mets quoi dans ton zonage, ça peut être soumis à des dérogations de normes. Versus que si on avait tout mis ça dans un règlement à part, le règlement à part, il n'y a pas pu avoir de dérogation de normes dessus. OK, mettons que Mais il y a des mettons, critères pour une dérogation mineure. Dans le sens que faut que la demande soit bien fondée quand même. mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que si c'était un règlement sur l'usage de la lumière, là, spécifiquement, il n'y aurait pas de dérogation mineure dessus. C'est ça? On ne pourrait pas faire des dérogations de normes parce que là, en le mettant dans le zonage, on a la possibilité de le faire. Ça ne veut pas Ok. dire qu'on va Ça va les coder, non. mais c'est une possibilité. Mais là, les critères ne sont pas spécifiés à savoir si c'est un dossier étofé, c'est à quel degré ça va être nécessaire. Là, en fait, point, là, parce que là, c'est sujet au conseil. C'est le conseil en place qui arrive. Oui, absolument. Absolument, c'est vrai. Donc, est-ce que ces balises-là vont être vérifiées? En fait, les balises, une dérogation mineure, puis corrige-moi, Christophe, je me trompe, c'est toujours les mêmes. Est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce que ça nuit à l'entourage? Est-ce que, tu sais, si tu réponds oui, au final, tu décides ou tu as une base d'argumentation pour dire si oui ou non tu accordes ta dérogation. C'est correct? C'est ça? Il me semble que c'est comme ça qu'on travaille. Oui, mais mettons, résumé sommairement. Donc, ça reste, mais c'est vrai aussi que c'est une décision qui relève du conseil.
Puis, c'est pas garant de ce que ça va donner. Là, je vais tomber tout de suite dans une petite modification au plan d'urbanisme où on a l'obligation, dans le fond, d'ajouter ça, c'est lutter contre les effets négatifs des îlots de chaleur urbains. On s'entend que certains éléments touchent plus les villes de plus grande importance, mais ça nous touche quand même aussi. Donc, il faut prendre en compte ça. Ça, je passe les grilles d'usage parce que je me dis que c'est peut-être moins pertinent. Ça peut quand même être pertinent. OK, ben vas-y. Certains, c'est juste parce que c'est plus spécifique pour certaines personnes. Oui. Mais la première des choses, on vient créer une nouvelle zone, avec la zone RA20. Que ça se situe. Dans la chose qu'avant, on avait la zone RA19 qui incluait le chemin Jobin puis la rue de la Liberté. Puis on trouvait que les réalités du chemin Jobin et de la rue de la Liberté étaient quand même assez différentes. Une rue est connectée au réseau, l'autre non. Puis les normes de lotissement ne continuaient plus vraiment non plus au chemin Jobin. Tous les terrains étaient rendus en droits acquis. Fait que pour cette raison-là, on est venu créer une nouvelle zone, qui est la zone RA20, qui est vraiment pour le chemin Jobin. Puis ça nous permet de corriger quelques problèmes au niveau du lotissement parce que les nombre de lotissements étaient rendus à 10 000 mètres carrés pour cette zone-là. Puis la majorité des terrains ne respectaient pas ça. Fait qu'on a diminué ça à 5 000. En tant que tel, 5 000, c'était les normes qu'il y avait au moment de la création du chemin. Fait qu'on a juste corrigé ça. Établi, dans le fond, ce que c'est comme c'était avant. Oui. Dans une autre affaire aussi qu'on est venu changer dans les modifications pour les grilles de zone, c'est notamment pour la zone RA20, c'est de permettre le bi-tri familial, mais pas juste la RA20. Dans le fond, l'objectif, c'est que toutes les zones qui sont à l'intérieur du périmètre urbain, il y a la possibilité de faire du bifamilial puis du trifamilial. C'est qu'on est venu modifier, si je me rappelle bien, dans la RA16 aussi là, pour permettre ça. Là. Puis quand les urbanistes disent bifamilial, trifamilial, moi je ne le comprends pas de la même façon. Bifamilial, c'est un duplex. Puis trifamilial, c'est un triplex. C'est comme monsieur, madame, tout le monde dit ça. Alors voilà. Bifamilial, moi je vois comme 2 familles dans la même maison, là, mais c'est pas ça. Alors donc, c'est un duplex. Excuse-moi. Okay. Pour vulgariser ça. Oui, je suis très bonne là-dedans. L'autre chose ici, on est venu modifier un peu des zones sur la rue Garagona. Donc, il y a le même nombre de zones, c'est la RA15, RA30. C'est juste qu'on a remodifié pour que tout ce qui est à l'est de Garagona, c'est la zone RA30. Puis tout ce qui est à l'ouest, c'est RA15. Puis le but là-dedans, c'était de venir permettre le multilogement à l'ouest de Garagona, puis à l'est de Garagona, à l'est, ça ressemble pas comme ces deux mots-là, mais bref, à l'est de Garagona, ça serait juste le bi-tri familial, le bi-familial. Je sais pas si j'ai sauté trop, là, mais je suis rendue, mettons, je suis comme dans le PIA, je pense, du village où on dit que les clôtures en maille ne seront plus considérées comme étant de type ornemental. Donc, ce ne sera plus vraiment permis. Ces clôtures-là sont réservées aux institutions, à l'école, à l'aqueduc, où il y a c'est vraiment pas ornemental. Ensuite, notre modification qu'on pensait qui avait été faite déjà, mais qui n'avait pas été faite, c'est la plantation de conifères qu'on vient défendre, dans le fond, en marge avant, dans un corridor de 30 mètres, le long de toutes les rues, privées ou publiques, du territoire de la municipalité, sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut planter des haies de feuillus, mais des haies de conifères qui partent de la terre et qui montent jusqu'au ciel. Ce ne sera plus permis en raison de dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'on veut protéger nos paysages, on veut protéger l'accès aux paysages. Le meilleur exemple que je puisse donner de ça, c'est quand on arrive de Donham puis on descend la côte en arrivant au village. Avant, on avait une vue magnifique sur le village, puis maintenant, avec la haie de sapins, d'épinettes ou de pin blanc qui a été plantée là, on ne voit plus rien.
Donc, ça vient boucher les paysages. Donc, cette restriction-là a pour but de préserver. C'est bien sûr que parce que quelqu'un est venu me rencontrer en me disant, mais moi, j'ai besoin de ma haie de cèdre pour me protéger de la poussière. Si sa maison est située plus basse il va toujours avoir moyen d'avoir des dérogations. On n'est pas bête. L'idée, c'est dans un lieu où le paysage est important, de telles actions ne seront plus possibles. Oui. Au Québec, il y a une politique qui est aller dans Ben, tu veux dire qu'Hydro-Québec devrait copier la municipalité? Non, pas règlement. Non, vraiment pas. Ensuite, on va permettre aussi maintenant l'utilisation de conteneurs on parle en zone agricole, là. Toujours en périmètre urbain, ça demeure complètement défendu, mais en zone agricole, puis on a beaucoup, beaucoup de demandes. C'est toujours une dérogation à chaque mois. L'usage fait en sorte que pour les activités agricoles qui souvent nécessitent des déplacements ou se font sur une base temporaire ou ponctuelle, ben le conteneur, il se prête bien à ça. On a des normes qui dit qu'il doit être recouvert de bois, il doit avoir une toiture de métal en pente pour imiter un bâtiment, mais l'usage de conteneurs va devenir maintenant permis, ce qui fait que ce ne sera plus une dérogation. Oui. Tout ce que je veux dire là, il y a déjà dit. L'inquiétude que j'ai, c'est qu'elle n'a pas de point. Elle m'a demandé si ça me dérangeait de construire un bâtiment agricole qui se trouve à être vraiment en face de. Ok, j'habite sur des boulots, on est perdu dans le bois, elle a genre 215 heures, puis moi j'ai un mini-terrain qui est en lisière là. OK. Puis en face de chez nous, en ce moment, c'est de la forêt, puis il y a un bout de son terrain qui est un champ, puis elle veut mettre ça là. Fine, tu as le droit, sauf que moi, ce que j'ai demandé, c'est que je peux voir de quoi ça va avoir le résultat final. Okay. Que ça reste comme 2 gros conteneurs. Mais là, j'ai parlé d'un conteneur. Je sais pas comme. Mais là, on va permettre, le règlement, ça va permettre 2 conteneurs. Mais pas nécessairement reliés entre eux, là. Non, c'est vraiment, on veut pas que les conteneurs soient un en but de l'autre. La seule disposition possible, c'est un à côté de l'autre collé, si on a 2. Et ça peut pas être 2 40 pieds de long qui fait 80 pieds de long, mettons. Je comprends, tu sais, c'est plus, je me demande si vous, quand vous avez accordé oui. Si vous demandez de quoi ça va avoir l'air, je fais juste me fier à sa parole, puis genre, il y a déjà des bâtiments. C'est sûr que. Mais mettons, dans le cas des corners, on oblige qu'ils soient couverts de bois et qu'il y ait une toiture dessus pour imiter un bâtiment. C'est sûr que tout permis qu'on va émettre, basé sur tout ça, il va falloir que les soignants nous disent qu'il va venir le recouvrir et faire une toiture. C'est sûr que les soignants doivent toujours nous faire un plan de ce qu'ils pourraient faire. Pour un bâtiment de conteneur, on tombe test, il n'y a pas besoin de faire un plan bien élaboré. Mais c'est sûr qu'après ça, ils vont fait de l'inspection, puis on va voir sur place, voir s'ils respectent le permis. Fait que si on va voir sur place, puis il y a des conteneurs non couverts, ben, il n'y a pas respecté le permis. Fait qu'à ce moment-là, on a des possibilités de prendre des recours. Là. Oui. Ce point-là est traité à l'ordre du jour de ce soir. Fait que la décision va être rendue. Non, mais c'est pas vrai. Non, je ne veux pas dire que c'était très pertinent, mais ça donne même qu'on en discute ce soir dans la suite de la séance. Ensuite, on a des dispositions qui s'appliquent au toit plat d'une superficie supérieure à 20 de la superficie au sol du bâtiment maintenant. Mais aussi, ce que je veux surtout dire, c'est qu'à l'intérieur du périmètre urbain, la construction de nouveaux toits plats est interdite. Ça pourra pas. On veut vraiment préserver les toits en pente dans le périmètre urbain. Ensuite, je rentre dans une autre portion qui est super intéressante, qui est la construction et l'implantation d'une unité d'habitation accessoire. Ils sont autorisés. Elles l'étaient déjà les zones
même si je vous lis les ondes, je ne pense pas que ce soit très révélateur, mais je dirais que c'est pas mal. Comme les délibérations sont fins. Oui, c'est ça. Mais ce qu'avant, on les permettait dans le périmètre urbain juste dans 2 zones, que c'est les endroits où il n'y a pas de construction encore, qui sont sur le Garagona. Puis là, on vient les permettre dans toutes les zones du périmètre urbain. Fait que ça, c'est le gros changement. On vient les permettre aussi. Avant, c'était juste pour les résidences familiales. Maintenant, Il m'enlève mon scoop. Les bifamiliales, les trifamiliales ont le droit aussi d'avoir une unité d'habitation accessoire. Mis à part ça, l'usage résidence de tourisme demeure toujours proscrit dans ces unités d'habitation-là. L'idée, ce n'est pas de faire, dans le fond, de les ouvrir à la location court terme. L'idée, c'est de favoriser un usage de location long terme. Ensuite, je pense que ça répond à peu près. Les adresses peuvent être différentes pour les unités d'habitation accessoires. Donc, la résidence principale a une adresse, l'unité peut avoir une adresse différente, à l'exception de tout ce qui est situé en zone verte, où là, ce n'est pas possible. Mais donc, tous les autres secteurs de la zone blanche peuvent avoir une adresse, une double adresse. Ce que je viens de dire avant, quand on permettait un logement, juste le retrouver parce que je me trompe tout le temps quand je le dis, secondaire, c'est-à-dire le logement qui se trouve dans la même maison, ce qui était avant la bigénération, ce qui s'appelle un logement secondaire. Inter, qu'on disait? Oui. Ben ça dépend des époques. Oui, la bigénération, n'oublie pas, c'est le duplex. Oui, maintenant, c'est ça. Non, bifamilial, le duplex, même entre urbanistes. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'avant, si on avait un logement secondaire dans une maison, on ne pouvait pas avoir d'unité d'habitation accessoire et vice-versa. Si on avait l'unité, on ne pouvait pas avoir le logement secondaire. Maintenant, on a levé cette contrainte-là. Alors, les deux sont possibles, le logement secondaire et l'unité d'habitation accessoire. Comprenez que tout ça, ça vise une densification douce, dans le fond. C'est une façon peu marquée d'améliorer l'accessibilité sur notre territoire, puis de densifier notre territoire qui est quand même assez limité en termes de développement. Ça, je parle des antennes domestiques, c'est interdit maintenant à l'intérieur du périmètre urbain. Je pense que j'arrive pas mal au bout de ce qui est... Christophe? Là, je rentre dans le... Oui, vas-y. Dans tous les degrés et de sauter. Oui. Il y avait aussi, dans toutes les zones agricoles, il y a l'usage de... Ah, tu as raison, c'est vrai. Parce qu'avant, on permettait les résidences secondaires, la location de votre résidence sur Airbnb. Quand c'était votre résidence secondaire, on le permettait dans la zone agricole. Maintenant, on va venir interdire ça en zone agricole. Quelqu'un qui a une résidence principale peut quand même le faire. Oui. Court terme, mais quelqu'un qui a une résidence secondaire, une chalet, peut pas le faire. En zone agricole. Ouais. On garde l'usage juste dans le fond, dans les zones blanches. OK, parfait. Ensuite, on a au règlement de construction des modifications qui sont apportées, notamment sur le clouage. On veut prévoir que éventuellement des barres de soutien puissent être clouées dans le mur dans les salles de bain. Les prises électriques, si on parle de nouvelles constructions, là, à hauteur je dirais presque des enfants ou des personnes à mobilité réduite, en chaise roulante, qui puissent donc d'office que tout ça soit fait de façon à sécuriser l'espace. Puis après, j'arrivais au PIA, j'arrive pas mal au bout, là. Donc, les prochaines étapes, ça sera donc de tenir, ce soir même, on va adopter dans le cadre, parce qu'il y a des choses ici qui sont soumises au vote référendaire, il y en a qui ne le sont pas. Je prends l'exemple de l'élément dont je viens de vous parler, du règlement de construction sur les barres, ce n'est pas soumis au vote, ça. Ni le règlement
sur l'eau. Mais certains éléments le sont, certains éléments touchent l'ensemble, certains éléments touchent des zones précises. La suite va être expliquée de façon très détaillée. Donc, ce soir, on va adopter le projet de règlement. On va tenir une vraie consultation publique dans les délais impartis par la loi. Ensuite, on va faire l'adoption du second projet une fois que cette consultation-là aura été faite. On aura ou non adapté notre règlement omnibus, notre projet de règlement. Et là, il y aura l'avis pour le référendum. Et là, si on obtient le nombre de signatures requises sur les éléments, dans le fond, nécessaires, soumis à un référendum, il y aura référendum ou pas parce qu'on remodifiera ou on enlèvera. Puis sinon, ben, le processus va se poursuivre. S'il n'y a pas de référendum, nous, on soumet notre projet de règlement à la MRC qui nous envoie par la suite un avis de conformité, si bien évidemment c'est conforme. Et après ça, le règlement prend effet. Alors, ça, c'est comme de façon bien sommaire. Mais quand même, le règlement qui vous est présenté, est-ce qu'il y a des questions sur ce projet? Oui. Ça va être, on va sûrement la faire en même temps qu'on va faire notre prochaine séance du mois d'octobre. Donc, je pense que c'est le 8 ou le 9. Ça va être le deuxième lundi du mois d'octobre en commission. C'est ça. Non. Non. Pas parce que ça, c'est l'action de grâce. Mais je pense que ça va être le 14. Ah, ben non, mais c'est avant d'abord. C'est le 2 octobre. C'est ça. C'est le 7. C'est le 7. C'est moi qui l'ai vu, mais c'est le 7. 7? Avec le 14, c'est l'action de grâce. 7 octobre. OK. Premier lundi d'octobre, donc le 7. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va être confirmé. Oui. On va le mettre. Quand les décisions qu'on doit venir à Oui, dans le fond, oui, effectivement, on aura déjà réfléchi en conseil sur qu'est-ce qu'on fait pour est-ce qu'on met une date, est-ce qu'on met une échéance, c'est ça pour forcer. Puis à ce moment-là, on sera en mesure de. Ça se peut qu'après une consultation, le règlement soit déjà différent. Oui, c'est ça, exactement. On l'aura déjà comme adapté. Puis auquel cas, on en fera mention. Par exemple, là, avoir un délai de est-ce que quelqu'un peut venir contester ou débattre de cette décision? Le conseil est décisionnel là-dessus. Il va y avoir, encore une fois, l'ouverture de registre. Si la majorité de la population, je pense que dans ce cas-ci, d'après moi, ça va toucher l'ensemble de la population. Ouais, pour le point de. Chacun des points du règlement peut être débattu par la population au final, mais si c'est assujetti aux personnes adultes à voter. Mais pour le cas de la pollution lumineuse, c'est l'ensemble. C'est assujetti à la personne adulte à voter, puis c'est toute la population. La population. Toute la population. Donc, si 116, c'est un pourcentage, là, dans le fond, de nombre de signatures qui sont recueillies pour dire est-ce qu'on va ou non en référendum, de mémoire, c'est 116 personnes. Donc, 116 personnes se présenteraient pour dire nous, on veut un référendum parce qu'on ne veut pas que ce règlement-là passe, dans le fond. On veut connaître l'avis de la population. Bien, si on a 116 signatures, on devra aller en référendum là-dessus. Mais sinon, c'est ça. Est soumis à la conformité à la MRC. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Point 2, conscrit une modification de l'article 73, forme des bâtiments prohibés. Oui. Que tout bâtiment n'a pas la forme d'un cylindre ou d'un cylindre ou quoi que ce soit. Est-ce que ça inclut les serres domestiques à peu usage résidentiel, style tunnel? Oui. C'est dans l'agricole qui est exclu là-dedans, ce que je pense correct, mais est-ce que l'usage d'une serre tunnel en milieu urbain? En périmètre urbain. Dans le fond, les serres, en tant que telles, si je m'abuse, on a de quoi elles sont précisément sur les serres, pas dans le règlement, mais pas dans le règlement dans le omnibus, mais dans le règlement, c'est de quoi spécialement pour les serres qui viennent autoriser ça. Et si je ne me trompe pas, on parle d'un bâtiment, Marc-André, non? Mais une serre, c'est Ah oui? OK. OK. Alors, peut-être
Ça devrait rajouter une exception des serres ou. Mais juste un Ça doit être un règlement l'exclut Dans l'autre. Les serres spécifiquement, mais je suis juste dans la lecture. Oui. On est peut-être en train de les exclure. Mais c'est pas. je pense qu'on aurait de quoi ailleurs qui. Parce que Peux-tu juste me rappeler? Actuellement, dans un règlement, il y a de quoi ailleurs pour les sorts. Je sais qu'ils sont cités ailleurs, mais là, je me disais peut-être que ça va vous annuler la forme de l'autre. Juste me rappeler l'article, m'attendez? C'est le point 2.5, article 73. C'est noté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, si ça vous convient, je vais clore cette portion de la présentation de ce soir et continuer. J'ai hâte de voir ceux qui vont rester après. Continuer avec notre. Moi, je vais faire ce que je pense. Ah, merci, Christophe. Merci. Je comprends pas. Ouais. Alors, on va poursuivre avec l'adoption du procès-verbal, séance du 5 août, qui propose. Ah, on avait dit peut-être. Est-ce qu'on a eu avez-vous eu l'occasion d'en prendre connaissance? Non. On va décaler l'adoption dans ce cas-là, à moins que. OK. Bye! OK, donc on va reporter l'adoption du 5 août et le 4 septembre. Est-ce que c'est la même chose? Vous avez pu en prendre connaissance? Pour le 4 septembre, tout le monde sait qu'il est là. La séance spéciale? Oui. C'est beau. OK. Alors, Marie-Claude propose et Josiane, seconde. Parfait. L'adoption de la liste des comptes à payer, on en a fait le tour. OK. Qui propose? Bob et Catherine. Parfait. Alors, j'ai le point suivi et info de la mairesse. Oui, je t'attends. Pas trop. Il ne saura pas. OK. Donc, le point 5, c'est ce qui a proposé. Le point 5, c'était. Oui. Je poursuis? Je vais quand même poursuivre. Oui, c'est bon. OK. Alors, le point 6, suivi info de la mairesse. Alors, tout simplement, commencer par les travaux routiers qui sont presque terminés sur le chemin Pinacle. Le reprofilage se fait de belle façon. Se fait. On ne peut pas le manquer. C'est sûr, sûr, sûr. De même qu'on ne peut pas les manquer non plus sur McIntosh. Ils vont comme verger modèle et se fait en ce moment même. Il y a encore quelques petits travaux là, de l'enrochement, dans le fond, à étendre puis à retravailler. Les ponceaux qui devaient être changés sont changés. Également, il y a le nivelage qui s'est fait sur des bouleaux, des sapins et Valorina vendredi dernier. Alors, je pense que les travaux avancent à bon rythme, là, puis on va être en mesure peut-être d'en faire un petit peu plus que ce qu'on avait prévu. C'est à suivre. L'adoucisseur, maintenant, qui est promis depuis longtemps là, à l'Aqueduc. L'eau a une forte teneur en calcaire et l'adoucisseur est presque complété. Ils sont dans en fait, l'installation est faite. Ils sont à faire. Il y a les tests qui restent à faire, qui vont débuter au courant de la semaine prochaine. Alors, on pense que d'ici 2 semaines, on devrait être. Au mois d'octobre pour être sûr. Au mois d'octobre pour être sûr. J'ai déjà ça en janvier, pour février, pour mars, pour avril. Bon, au mois d'octobre, pour être sûr, l'adoucisseur devrait être en fonction. D'ailleurs, ça me fait dire que ce ne sera pas pour l'adoucisseur, mais il va y avoir des travaux, encore une fois, de fait au niveau du parc Paul Godieu, des remplacements, de sécurisation de réseau pour le nord, la section nord. Donc, il va y avoir une coupure le 26 septembre. Donc, fort probablement un avis d'ébullition à partir du 27 qu'on va faire en sorte de garder court.
pas aussi long que la dernière fois parce que ça a franchement été pénible pour tout le monde au village. Désolée de ça. On a vraiment tenté de faire le mieux qu'on pouvait, mais on va s'y prendre autrement pour la prochaine fois. Donc, c'est ça, la coupure et puis un petit mot en terminant sur le Festibois qui se tient cette année le 21-22 septembre. Ça va être une belle activité entièrement tenue à l'église Bishop Stewart avec des artisans dans l'église, des ateliers, des conférences, théâtre de marionnettes, des lectures de contes pour enfants, plein vraiment comme des démonstrations aussi de sortes d'activités et la présence d'un pavillon corporatif au sein duquel la municipalité sera présente pour présenter le projet d'aménagement forestier du parc municipal. Alors, c'est une invitation à tous de venir faire un petit tour au Festibois. Point 7, correspondance. Juste mentionner, on a reçu un très beau mot, une carte de Louise et Monette Dupont du chemin Godbout. Ce sont des dames qui ont vu leur toit fracassé quand il y a eu l'épisode de rafale intense, là, de micro-rafale. Alors, un petit mot pour remercier la municipalité du soutien et surtout un gros merci à la brigade des pompiers qui ont vraiment été extraordinaires pour elles dans les circonstances. Alors, je voulais en faire mention pour notre brigade. On arrive au point 8 sur les demandes qui ont été traitées par le comité consultatif en urbanisme. Alors, je vais céder la parole à Marie-Claude, qui est la représentante du conseil au sein de ce comité. Alors, bonsoir. La première demande concerne une demande de dérogation pour le 14 rue principale. Alors, c'est la petite maison qui est entre le Livano et la rue Mère-Affamée. Alors, ils ont fait une demande de dérogation pour l'aménagement de 2 espaces commerciaux sans case de stationnement. La réglementation exige une case de stationnement par 30 mètres carrés de superficie de plancher pour un logement commercial. Alors, en principe, les demandeurs seraient tenus d'aménager 6 espaces de stationnement. Considérant que ce n'est pas souhaitable 6 espaces de stationnement sur ce terrain-là, d'un point de vue visuel, qu'aménager, ils ont décidé d'offrir à la population le terrain qu'ils vont aménager derrière les bâtiments commerciaux pour donner accès à la rivière, faire une espèce de petit parc où tout le monde pourra aller. Alors ça, c'est quand même intéressant. L'aménagement extérieur va être convivial pour les cyclistes également, avec des supports à vélo. Voilà, je cherchais le beau français. Les exigences du ministère de la Culture obligent la restauration du bâtiment qui est là actuellement. Alors, pour arriver à monter un projet qui est viable économiquement pour quelqu'un, le respect de la norme du stationnement, ça nuirait beaucoup à la rentabilité du projet. Alors, le projet respecte quand même les plans d'urbanisme. Alors, le CCU recommande au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure. Est-ce qu'on vote pour chaque point ou on vote en bloc? Moi, je dirais qu'on peut voter en bloc. J'ai l'impression? Non, enfin, sur chaque point. D'accord. Chaque point. Alors, je propose Catherine et Stéphanie. Donc, on accepte la demande de dérogation mineure telle que présentée. La deuxième demande, c'est une demande de PIA. C'est toujours pour le même endroit, sur la rue principale. C'est une demande pour la restauration du bâtiment, de la petite maison qui est là. Ces demandes sont assujetties au PIA, mais ça respecte la volumétrie et l'agrandissement respecte le milieu d'insertion. La couleur des matériaux va s'agencer avec l'autre bâtiment qui va être fait à côté. Par contre, les plans présentés n'indiquent pas le détail des matériaux, ni les détails de l'affichage commercial. Alors, le CCU est favorable avec le concept en général du projet, mais on manque un peu d'éléments d'information pour se prononcer définitivement. Alors, je pense que la proposition du Conseil, c'était
Être favorable avec le conseil général du projet et de la volumétrie proposée. Toutefois, pour émettre une recommandation favorable, on a besoin d'informations supplémentaires. Dans le même sens que le CCU proposait, dans le fond. Alors, sur cette proposition, qui propose? Bob et Catherine. Le point 10, c'est une demande de dérogation pour le 739 chemin de Richford. C'est une demande pour l'installation d'un container qui va servir de station de pompage pour une érablière, installer toutes les pompes de l'érablière. C'est un terrain qui n'appartient pas aux demandeurs, donc un terrain qui va être loué. Le règlement de zonage actuellement interdit l'utilisation de conteneurs comme bâtiment, même dans les zones agricoles. C'est un bâtiment qui doit être temporaire parce que c'est un terrain loué, on s'entend. Le conteneur sera entièrement recouvert de planches. Il va avoir un toit aussi et il va être situé dans les marges respectées. Les marges de l'eau vont être respectées quant à son emplacement sur le terrain. Alors, étant donné que le toit sera recouvert de tous les côtés, il va y avoir le bâtiment, que le toit va être en tôle d'une couleur neutre et que l'appentis où il va y avoir les réservoirs d'eau d'érable vont être aussi fermés sur les trois côtés, donc on ne les verra pas. Le CCU propose d'adopter la demande de dérogation mineure et le conseil... Pas dans le même sens. Puis je pense dans le même sens. Je ne sais pas si je me rappelle qu'on l'a déjà fait pour d'autres cas. En fait, on a annoncé ce soir notre réglementation, on était pour l'accepter. C'est ça. Alors, les dérogations mineures ont quand même des frais qui viennent avec ça. Je pense que c'est de l'ordre de 325 si je ne me trompe pas, ou 350 Ouais. Mais on a l'intention d'accepter ça. À partir du moment où on a dit notre intention, moi, je dis qu'on ne devrait pas charger les frais de dérogation et se limiter aux frais d'émission de permis. On le faisait... On avait déjà, je pense que c'était le revêtement vertical qui était comme toujours en dérogation avant, qu'on avait décidé avant de l'autoriser, qu'on l'autorisait d'office, sachant qu'on était pour l'adopter. Alors, on va, si vous êtes d'accord, on va faire en sorte de modifier cet aspect-là. On verra avec Christophe pour, dans le fond, transformer ça en demande de permis, tout simplement. Parfait. Qui propose? Je veux juste clarifier un point. Oui. C'est pas le 739, je suis sûr. C'est le numéro de l'eau. Ah, c'était 1739? Oui, c'est vrai. J'ai dit, oui, c'est vrai. C'est sur le chemin Richford. Oui. Alors, c'est Catherine et Stéphanie. Le point 11, c'est une demande de dérogation pour le 51 chemin des Bouleaux. C'est pour un bâtiment agricole qui serait fait à l'aide de 2 conteneurs. Le règlement interdit l'utilisation de conteneurs comme bâtiment. La personne veut mettre les conteneurs avec une distance de 20 pieds entre les deux et faire un garage entre les deux. Donc, les conteneurs serviraient de support à un toit qui serait installé. Les conteneurs seraient recouverts de bois et la toiture serait en bardeau ou bien en tôle. Mais on n'a jamais donné aucune dérogation mineure pour autoriser la construction d'un bâtiment dont la structure repose sur des conteneurs à cause de la stabilité. On n'est pas certain de la stabilité des conteneurs. Alors, la solidité du bâtiment dépend de la qualité des conteneurs. Alors, on recommande de refuser la demande de dérogation mineure telle qu'elle est présentée actuellement. Oui, le conseil à la discussion était d'accord avec cette recommandation du CCI. Alors, je propose. J'ai Bob et Gilles. Le point 12, qui est une demande de dérogation mineure au 144 chemin du Pinacle. Alors, c'est un entier charretière de 18 mètres qui a été demandé. D'habitude, c'est beaucoup plus court, mais dans le contexte de la réfection des chemins, du chemin Pinacle, il y avait déjà un ponceau de 18 mètres qui était installé à cet endroit. Les travaux ont été approuvés par le service des travaux publics et de la voirie de la municipalité. Alors, le CCU recommande au Conseil d'adopter la demande de dérogation mineure. Alors, je pense qu'on va aller dans le même sens. Qui propose? Gilles et Bob. Le point 13, c'est une demande de PIA au 41 rue de la Liberté.
C'est une demande d'autorisation pour la construction d'un bâtiment principal qui a été déposé. Le bâtiment s'intègre dans le milieu environnant de la construction. Il s'agence avec les bâtiments construits sur la rue de la Liberté actuellement. Alors, le CCU recommande d'accepter la demande du certificat d'autorisation de construction. Josiane et Stéphanie. Le point 14, au 64 rue principale, c'est une demande de certificat d'autorisation pour la construction de bâtiment principal. Le bâtiment correspond au côté avec la porte. La façade du bâtiment correspond au côté avec la porte qui fait 2 étages de hauteur. Les ouvertures de la façade ne sont pas disposées d'une façon habituelle. Les critères du PIA mentionnent que la conception de la façade doit comprendre un certain nombre de détails architecturaux d'apparence traditionnelle pour le PIA du village. Je rappelle que c'est le programme d'intégration et d'implantation architecturale. Alors, on demande en fait aux gens de peut-être revisiter et on les invite à retravailler l'harmonie des éléments de la façade. Oui. Il s'agit de ma demande, OK. En fait, et j'ai quelques points à soulever. En fait, quand vous parlez de s'harmoniser, on va parler ça en termes plus simples, le look des cantons, le choix de tôle, on a fait des choix qui étaient comme minimalistes. Mm-hmm. On a respecté l'ensemble des règlements d'urbanisme du village et ça nous a coûté quand même plus d'argent parce qu'on a choisi volontairement d'essayer de se mettre le plus possible dans l'esprit des cantons. Pour ce qui est de la disposition des fenêtres, c'est que c'est vraiment que ça regarde à l'intérieur de la maison. C'est une façade qui est orientée nord. On essaie de réduire au maximum l'impact environnemental de la maison, donc tout ce qui est comme côté nord doit être minimal, sauf qu'il faut avoir une entrée de lumière dans la maison et c'est exactement là où les escaliers sont. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis là et c'est pour ça que de l'extérieur, on a l'impression que ça détonne un peu, mais c'est la seule façon qu'on a d'avoir de la lumière dans les deux étages du bâtiment. Parce qu'on est orienté dans la pente, la maison est creusée dans la pente. Ça cause des problèmes parce qu'on n'aura pas de luminosité dans la maison. Donc, on a essayé d'aller dans le sens d'un bâtiment passif, tout en essayant de ne pas être comme trop, on va dire, intense non plus, pour pas avoir une grosse façon de faire. Il faut avoir de la lumière dans la maison. Pour ce qui est de la toiture, on a choisi une toiture comme style Vic-Ouest, style canton. Ça nous a coûté quand même pas mal plus d'argent. On n'est pas des gens qui sont très fortunés. On a fait l'effort pour ça parce qu'on savait qu'on voulait s'agencer avec ça. En plus, nous sommes une vieille grange en tôle dessus. On essaie d'aller dans le même sens que ça. Et si vous refusez ça, nous, ça va nous coûter vraiment plus cher. Et pour ce qui est de l'ornementation, je ne sais pas quoi répondre à ça en respectant comme l'ensemble de ça. Je trouve qu'on a fait démontrer un effort. Puis dans le village, il y a des bâtiments qui ont été construits récemment, qui n'ont pas beaucoup d'ornementation. Fait qu'on se demandait pourquoi ce point-là a été soulevé. Et moi, si vous nous refusez ça présentement, ça repousse d'un mois et plus la construction. Ça nous donne des frais de 15% de plus pour chauffer les bâtiments et tout. Et ça délaisse ça à l'année prochaine, ça change tout le timing de notre projet. On espérait pouvoir arriver à quelque chose de satisfaisant pour le CCU. On est quand même assez déçus et très nerveux à propos d'un projet. Je comprends. C'est la parole? Ben, en fait, ce qui dérangeait peut-être le plus, c'était justement la grande fenêtre dans l'escalier. Je ne sais pas si... En fait, il y avait... Oui. On a vu là, comme présentation, je ne parle pas du CCU, mais nous, au sein du conseil, je peux dire que l'ensemble, tout ce qu'il y avait correspondait aux attentes du conseil pour 3 façades. Il n'y avait aucune objection, ni par rapport à l'utilisation du bois, ni par rapport... Ça allait.
c'est vraiment la façade, c'était dans le fond, le fait que La le façade. manque de symétrie et aussi le fait qu'il y avait je ne sais pas comment ça s'appelle, là, les espèces Les lanières de bois. les lanières de bois verticales qui venaient couper, scinder la maison comme en trois, puis qui, à l'œil, sachant que cette façade-là est celle qu'on va voir quand on va arriver de Richford, si je ne me trompe pas, là, c'est ce qu'on va Si vous arrivez de Richford, vous n'allez pas tellement la voir parce qu'on a 2 bâtiments qui coupent ça. Mais oui, on va la voir si on s'arrête. OK. Mais c'est cet aspect-là, puis là, je me dis, il n'y a vraiment pas moyen de, peut-être je comprends pas l'idée, dans le fond, il y a peut-être un élément qui me manque, là, de compréhension architecturale. Ça, c'est ce qui nous a été présenté par les architectes, par les technologues d'architecture. Je ne sais pas si c'est possible de juste comme les enlever puis de s'engager ça pour pouvoir passer sur faire passer la demande de permis pour pouvoir mais y je pense arriver. que c'était mais en fait parce que si c'est reporté au mois prochain, ça nous... Ce que je comprends, quand le conseil prend ce soir, la décision est rendue. On ne fait pas de peut-être que oui, peut-être que non, ou on revient sur notre décision. On a le temps je dirais comme de révision d'un dossier se fait entre le moment du dépôt puis la séance du conseil. Ce soir, nous, à partir de l'information dont on disposait, le conseil, à l'unanimité, demande que la façade soit retravaillée. Une fois que c'est dit, on ne va pas nécessairement attendre un mois. On peut aussi faire, si le travail se fait rapidement, on peut on a des rencontres entre nous, une séance spéciale, et adopter. Je comprends les contraintes de temps. On est sensible à ça. L'hiver s'en vient, effectivement. On peut agir rapidement si de votre côté. Mais je pense qu'une rencontre avec le CCU et l'urbanisme, de façon à ce que les choses se mettent rapidement en branle. Absolument. Juste que je cherche qui dit quoi. Oui. Que j'appelle quelqu'un juste un... Oui, vous appelez, en fait, vous appelez, vous écrivez à urbanisme, vous mettez en copie, vous mettez Marie-Claude et Bob en copie, qui sont les représentants, puis on va s'assurer que les choses bougent rapidement. Alors, c'est ça, on va faire de cette façon. Mais parfois, c'est juste de la grande fenêtre, peut-être la couper en 2 puis faire 2 fenêtres, même si c'est une au-dessus de l'autre, tu sais, mais c'est une idée que je te lance là, rapidement. Trouver une solution. Je suis certaine qu'on va trouver une solution. Oui, on va trouver quelque chose. Sur cette proposition, on va suivre la recommandation du CCU et on va demander à ce que ce soit travaillé. Oui. Je ne sais pas si on peut poser des questions. Oui, c'est bon. Oui. Mais de ce que je comprends de ce cas-là, c'est-à-dire qu'on fait d'abord, si on veut faire un agrandissement, une modification à la maison, une construction, je comprends qu'on demande un permis d'abord. Après ça, on engage un architecte, puis avec le plan de l'architecte, il faut retourner demander une autorisation. Là, je t'arrête tout de suite, Pauline. Dans ce cas-ci précis, c'est une maison qui est à l'intérieur du village. C'est une maison qui est soumise à un règlement qui s'appelle le règlement sur les plans d'intégration et d'implantation architecturale. Ça passe nécessairement par le comité de consultation en urbanisme qui, lui, soumet son résultat d'analyse au conseil qui demeure décisionnel. Dans le cas que tu évoques, mettons, pour toute autre situation qui est en dehors de ce règlement-là, en dehors du noyau. Exact. Puis du CNAC, qui est lui aussi régi par ce même règlement, ben, tu as un règlement, un plan, un projet qui respecte les normes et le règlement de construction de la municipalité. Il n'y a aucune objection. Je veux dire, il est accepté d'office. OK. Voilà. Mais ça prend quand même des plans. Oui, ça prend des plans. Oui, c'est ça, évidemment. C'est comme d'emblée. Tu arrives avec des plans. Puis, si tes plans sont conformes et respectent les marges, les normes et tout de la municipalité, ben oui, ça va être accepté d'office. Voilà. On se reparle très prochainement. Voilà. On poursuit. Le point 16. J'ai pas de... OK, désolé. OK, alors là-dessus, Josiane et Bob.
Le point 16, alors, sur le chemin du Pinacle, c'est une... Point 15. Point 15, oui, pour le... Ah oui, excusez-moi. Oui, c'est ça. Donc, c'est une demande de PIA pour le 75 rue principale. C'est un remplacement du revêtement de la toiture qui a été déposé. La demande consiste à remplacer le bardeau d'asphalte actuel par un bardeau de couleur gris ardoise. Ça s'agence avec le milieu environnant de la maison et le CCU recommande au conseil d'accepter la demande. Je pense que le conseil va aller dans le même sens. Catherine et Josiane. Le demande de PIA du chemin Pinacle, 255, c'est une demande de certificat d'autorisation pour la construction d'une nouvelle résidence. C'est assujetti au PIA du Pinacle. Les critères du PIA du Pinacle privilégient les matériaux naturels, donc le bois, la pierre, la brique. Le PIA doit tenir compte du caractère rural du secteur. Alors, considérant que les matériaux, le concept ne s'intègre pas vraiment à ce qu'il y a autour, le CCU recommande de refuser la demande du PIA telle que présentée. Alors, on demande aux propriétaires de retravailler. Le plan, oui, c'est ça. Avec les matériaux surtout, là, c'est ça. Alors, qui propose? Parce que le concept est bon et... Catherine? Non? Alors, voilà. Merci, Marie. Je défile là. OK. Alors, émission d'un chèque pour la fourniture et l'installation du système d'adoucissement d'eau. On en a parlé tout à l'heure dans le mot de la mairesse. Il y a le groupe Québécois qui procède à l'installation. On a un certificat de paiement qui a été émis par l'ingénieur en charge du suivi du dossier. Alors, on recommande l'émission d'un chèque de 114 365,92 pour l'adoucisseur qui, je le répète, une fois, est subventionné par la TEC. Alors, qui propose? Gilles et Catherine. Point 18, émission d'un chèque dans le cadre toujours de la TEC. Merci, Marc-André. Plan d'intervention des infrastructures municipales pour les services EXP incorporés. Alors donc, en mai 2023, on a octroyé un contrat pour la réalisation d'une étude sur le plan d'intervention. À cet égard, il y a une facture de 743 qui est à payer. Encore une fois, c'est couvert par la TEC et c'est dans le cadre de cet appel d'offres qui avait été émis en 2023. J'ai Gilles qui me fait signe et Bob. Toujours pour EXP, il y avait le plan d'intervention des infrastructures municipales. Ça a été aussi complété par un contrat pour la réalisation d'une étude sur le balancement hydraulique et le plan directeur qui devrait à toute fin utile nous être déposé très bientôt. 2471 et 96. Qui propose? Bob et Josiane. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Le point 20, émission d'un chèque, restauration des vitraux de l'église, toujours en cours. Je rappelle que ça, c'est subventionné à 50%. Plusieurs factures ont été émises par l'entreprise Studio du Verre qui est en charge de la restauration des vitraux. Le certificat de paiement numéro 1 et numéro 2 émis par notre architecte qui supervise les travaux et qui nous donne le go, dans le fond, pour dire c'est bon, vous pouvez payer, ont été émis. Alors, donc, le montant à défrayer est de 48 383,76 qui propose c'est Marie-Claude et Catherine. On enverra une copie de la présente résolution au Conseil du patrimoine religieux du Québec qui, encore une fois, subventionne à 50%. Point 21, émission d'un chèque, restauration de la toiture de l'hôtel de ville. Alors, donc, c'est le deuxième paiement qu'on fait pour cette toiture qui était, elle, subventionnée à 60%.
C'est le deuxième et dernier paiement, à moins de réparation qu'il y aura. Et la retenue qui va être à payer, effectivement. Une réparation suite à la rafale, un arbre est tombé sur notre toit neuf. C'est au montant de 121 275,63 $. Qui propose? Catherine et Josiane. Réfection de la toiture pour l'église Bishop dans notre projet qui est complété par la toiture par la compagnie Toiture 3 étoiles. On a une première demande de paiement qui a été déposée, dans le fond, au montant de 181 740,33 $. Donc, on demande à ce qu'un chèque soit émis suite à la demande. J'ai Marie-Claude et Catherine. Toujours pour Toiture 3 étoiles, qui, dans le fond, ont modifié leur offre de service. On ne parle pas de la toiture, mais ils ont dû ajouter des éléments à la restauration de la toiture concernant la fourniture, l'installation de nouveaux contreplaqués sur toute la surface qui était à remplacer. Donc, cet ajout se chiffre à 32 106,43 $. On a modifié également l'appel d'offres initial en demandant de remplacer les travaux de peinture des corniches par l'ajout de nouvelles gouttières, ce qui nous amène à un crédit qu'on applique sur le 32 000. Fait qu'il reste un montant payé de 10 347,75 $. On aura, je l'ai déjà dit, mais je le répète, des gouttières en cuivre sur notre église. 21 757,68 $. Qui propose? Bob et Marie-Claude. On va mettre des cadenas dessus. Oui. Oui. Vers le bas. On va éclairer vers le bas. Donc, une offre de service de la compagnie Frontenac Technologies pour le monorail porté ergonomique. C'est pour remplacer à l'aqueduc. C'est un nouveau système de levage qui vient remplacer le système de levage qui était existant, qui était énorme. C'était une chèvre qui prenait beaucoup d'espace. Avec la mise en service de notre adoucisseur, l'espace qu'il occupe à l'intérieur de l'aqueduc, on a besoin de restreindre un peu l'équipement, puis c'était vraiment comme c'était disproportionné, cet équipement. On a reçu une offre de service de 7 330 $ de la compagnie. La firme en charge de l'inspection et du suivi nous conseille d'y aller en ce sens. Alors, qui propose? Gilles et Catherine. Offre de service pour la sécurisation de l'aqueduc au parc Paul Godieu. En fait, on sait que J.A. Baudouin Construction a déposé une offre de service au montant de 4 133,89 $ pour l'ajout d'une entrée de service à la station d'épuration. L'aqueduc sera maintenant à l'intérieur de la station de pompage, usine. Il a ensuite déposé une autre offre de service au montant de 17 669 $ pour la modification au parc Paul Godieu, pour la sécurisation, dans le fond, de toute la branche nord de l'aqueduc. Il y avait des pièces à remplacer. Malheureusement, le travail n'est pas encore complété. Il va être à compléter, justement, ce que je disais, là, à la fin du mois de septembre, avec la coupure d'eau planifiée. Mais pour le moment, il nous reste quand même à payer 21 802,89 $. Ah, c'est l'offre de service. Ce n'est pas un chèque. OK. Alors, qui propose? Catherine et Josiane. Encore une fois, une offre de service pour l'inspection, mise à l'essai des installations au parc Paul Godieu. On parle des installations, des jeux pour enfants. C'est une exigence du Fonds d'assurance des municipalités du Québec. Si vous avez suivi un peu les médias dans les derniers temps, on sait qu'ils sont très actifs sur notre cas. Puis notre officière en sécurité, notre nouvelle officière en sécurité nous recommande d'aller de l'avant avec l'offre de Méta plus forme paysage au montant de 1 250 $ pour la vérification des modules de jeu.
Marie-Claude et Bob. Point 27, une offre de service pour les plans et devis préliminaires pour les travaux de voirie. On parle du volet redressement, sécurisation. Les services EXP qui, dans le fond, qui nous offrent jusqu'à un montant maximal de 5 000 $ d'élaborer les plans et devis préliminaires pour des travaux de drainage sur divers chemins. On tient à présenter 2 offres de subventions auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour accéder à des subventions importantes pour les travaux routiers. Il faut dans le fond, il faut préparer des plans et devis qu'on soumet. Alors, c'est l'offre des services EXP pour un maximum de 5 000 $. Qui propose? Gilles et Catherine. Point 28, avis de motion et dépôt du projet de règlement établissant un taux de droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 $. Alors, ça, c'est qui donne l'avis de dépôt? En fait, j'explique. C'est la taxe sur les droits de mutation immobilière est calculée de telle façon que jusqu'à 500 000 $ de valeur, soit valeur marchande ou vente, le taux est uniforme partout. Ça, c'est un taux marginal jusqu'à 50 000 $. Ensuite, de 50 000 à 200 ou 250 000, ça passe à 1,5 puis jusqu'à 500 000 $. En haut de 500 000 $, le gouvernement a passé une loi qui autorise les municipalités désormais à augmenter le 1,5 % au-delà du 500 000 jusqu'à un maximum de 3 %. On a fait une petite recherche. Tout le monde autour ici, toutes les municipalités appliquent déjà le 3 %. Saint-Armand est à 2 %, mais on est les seuls. Alors, toute la plus-value des achats qui s'est fait, dans le fond, dans les derniers temps, dans le temps de la pandémie, on n'a pas autant profité que tout le monde. Alors, on désire, dans le fond, se mettre à niveau à ce sujet en se disant que ça ne touche pas notre population immédiate, dans le fond, parce que nos résidents sont ici. Ça touche les nouveaux arrivants jusqu'à 500 000 $. Il y a quand même, pour des projets comme Nidazo, ne seront pas touchés par ces considérations-là, parce que le prix projeté est plus bas que ça pour les maisons, plus bas que 500 000. Et également, on sait que quand on achète un terrain, il y a les droits de mutation qui s'appliquent sur le terrain, mais quand on construit, il n'y a pas de droit de mutation. Donc, ça ne touche pas non plus les nouvelles constructions. Alors, pour tout ça, on décide d'aller de l'avant et la motion doit être donnée par Gilles. On a mis conseiller municipal. On avait deviné à l'avance. En fait, tu vas te retrouver dans le règlement le pourcentage auquel le projet de règlement est disponible en ligne et disponible aussi au bureau de la municipalité. Et ça reste toujours un projet. On est ouvert aux commentaires d'ici l'adoption. Ensuite, on a l'adoption du projet de règlement omnibus. Je l'ai évoqué en début de séance. Ça passe par l'adoption du projet. Ce sera suivi par une deuxième consultation, en fait, une consultation officielle avec un avis public. Ensuite de quoi, il y aura ouverture de registre, éventuellement référendum et transfert à la MRC pour l'obtention d'avis de conformité. Alors, sur ce projet, oui? Elle a déjà, en fait, on a tenu la consultation en début de séance à 19 h, mais ce n'était pas l'officiel parce qu'on s'est rendu compte qu'on aurait l'avis légal pour annoncer la consultation publique n'a pas été fait de façon conforme, même si ce que j'ai dit dans le messager, ce que j'ai annoncé, c'est pas considéré comme l'avis public légal. Donc, on doit refaire, dans le fond, on aura 2 consultations. Cette soirée, ça a été une soirée d'information. On a pris les commentaires, on a noté les questions, puis il y aura une autre consultation qui va se tenir à la prochaine séance du mois d'octobre. Donc, ceux qui voudront à ce moment-là
reposer des questions. En fait, ça fait juste plus d'accessibilité à de l'information. Oui. Non, en fait, c'est ça. On a tenu, je pense que pendant peut-être une demi-heure de temps, de 19h à 19h30. On n'a pas. Oui. Alors, c'est ça. Fait que là, tous les gens qui étaient là, on a passé rapidement à travers tous les grands éléments qui étaient modifiés. Les questions ont été posées. Puis, mais en même temps, c'était pas si. Vous allez pouvoir y assister. Mais en même temps, c'est enregistré. Non, je suis désolée, non. Mais en même temps, la séance était enregistrée, Pauline. Alors, tu pourras y accéder sur le site Internet sans problème. Ça va être disponible dès demain. Qui propose le règlement omnibus? Ouais. Oui. Alors, c'est Josiane et Catherine. Adoption de la politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence et d'incivilité au travail. Alors, donc, ce qui est proposé, c'est que la municipalité abroge sa politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence qui avait été adoptée le 12 février 2019 pour la remplacer par celle qui est proposée par le gouvernement du Québec. Donc, une politique de prévention et de prise en charge. C'est là où il y a la nuance des situations de harcèlement, de violence et d'incivilité au travail. Alors, il n'y a pas de date. Oui. Il y a une adoption ou non? OK. Je propose. Ah oui. OK, j'ai les 4 filles sont là. C'est bon. 31, approbation et autorisation de signature de la convention entre le ministère des Transports et la municipalité pour l'octroi d'aide financière dans le cadre du volet entretien du programme d'aide à la voirie locale. Alors, chaque année, on reçoit de l'argent du gouvernement pour l'entretien des chemins. Cette année, c'est une aide maximale de 262 082 $ qui nous est octroyée. Cet argent sert à l'entretien de tous les chemins de la municipalité et en partie au déneigement. On peut pas, je dis tout le temps, 30% qu'on peut mettre sur le déneigement qui nous coûte une fortune. Pas plus que 30%. Le restant, c'est pour les chemins les chemins, qu'ils soient gravelés ou pas, ça compte tout. Et là, on doit, dans le fond, dire qu'on a pris connaissance des modalités d'application et que moi-même et le directeur général, on doit signer la convention d'aide financière avec le ministère des Transports. Alors, qui propose? Gilles et Bob. Contribution, gouvernement, programme de transfert. Bonsoir. Mais ça vient super excitant après. Bonne fête, Charlie. Contribution, gouvernement, programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec. Il y a une faute. Les infrastructures d'eau et infrastructures collectives du Québec. Alors, on a appris, on a reçu on reçoit chaque année de l'argent dans le cadre, pas chaque année, en fait, sur là, c'est 2024 à 2029, de l'argent qui nous est versé dans le cadre de la TEC, qui est versé par le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. On reçoit moins cette année pour les prochaines années qu'on a reçu pour les 4 années précédentes. C'est sûr qu'ils nous avaient bonifié le tout en raison de la pandémie, mais n'empêche que la somme diminue. Cet argent-là, la TEC sert essentiellement en priorité à nos infrastructures reliées à l'eau, à la gestion des eaux, tout ce qui touche à l'eau, eau potable, eau usée. Dans un troisième temps, c'est les chemins. Puis, donc, en pas grande partie en général, c'est pour l'eau. Fait que l'argent qui diminue, ben c'est ça de moins qu'on a aussi à appliquer sur nos infrastructures. Le gouvernement du Québec a haussé sa part, mais le gouvernement fédéral a diminué sa part. Donc, c'est essentiellement le résultat de cette diminution vient du manque, dans le fond, d'engagement du gouvernement fédéral. Alors, on vote une résolution à la demande de la MRC
qu'il a adopté de son côté aussi pour vraiment demander au gouvernement fédéral de combler le manque à gagner puis qu'il nous redistribue aux municipalités au moins à la hauteur de ce que c'était en 2019, hein, qui était la dernière chèque. Alors, puis l'idée est de transmettre cette résolution, je pense qu'il va en avoir beaucoup, là, à la ministère des Affaires municipales du Québec, aux députés fédérales et provinciales, ainsi qu'à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec et à la Fédération canadienne des municipalités pour un appui. Qui propose? Gilles? Excuse-moi, Bob? Catherine. Approbation et autorisation de signature pour l'acte de donation pour le don écologique du lot 66 16 783. C'est le terrain qui est au coin de la 237 Sud et du chemin Richford. C'est un don écologique qui est fait à la municipalité, dans le tournant, en haut, par Lucie Gaudreau et Jean Bonicalzi, qui sont les propriétaires, qui ont voulu... qui ont constaté la valeur écologique de leur terrain, qui ont décidé de ne pas construire, sont en zone blanche, je rappelle, et de donner le terrain à la municipalité en échange qu'on assume les frais de notaire et les frais de l'évaluation de la juste valeur marchande du terrain. Alors, ce qui a été fait, le directeur général et moi-même signons le contrat avec les vendeurs, dans le fond, ou plutôt les donateurs, ce vendredi même. C'est un super beau don. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup comme ça dans l'histoire du Québec, des dons écologiques faits à des municipalités. Il va nous rester à réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en valeur ce lot. On pensait comme à faire des espaces pour les enfants à l'école, des espaces d'interprétation. Il y a une caractérisation qui a été faite de ce terrain qui met en valeur vraiment de belles spécificités, entre autres des érables noirs, une présence d'érables noirs, ce qui est très rare au sud du fleuve, m'a-t-on dit. Alors donc, il faut nous donner une résolution qui dit qu'on est autorisé à signer l'acte de donation. Qui propose? Marie-Claude et Josiane. Point 34, approbation, autorisation de signature, l'entente intermunicipale avec les municipalités de Saint-Armand et de Saint-Ignace de Stanbridge pour l'embauche et le partage d'un inspecteur municipal. Alors, nos municipalités voisines, ou presque voisines, ont besoin d'un inspecteur municipal, évidemment pas à temps plein. Nous avons besoin aussi d'un inspecteur municipal, pas à temps plein. Alors, on initie, c'est une démarche qu'on a initiée depuis quelque temps, faire des ententes avec les municipalités pour partager les ressources. Alors donc, la municipalité de Fredericksburg engagera l'inspecteur qu'on va sous-louer à Saint-Armand et à Saint-Ignace. J'arrive jamais à retenir Saint-Ignace de Stanbridge. On prévoit 2 jours à Fredericksburg, 2 jours à Saint-Armand et 1 journée à Saint-Ignace. Et on y va maintenant, malgré que ça n'a pas été budgété comme tel, mais Saint-Armand est en très, très grand besoin et est même prêt à le prendre à temps plein pour le temps où les choses se placent pour chez nous. Alors, qui propose la signature de cette entente? Josiane et Marie-Claude. Je dis Josiane. Ouais. Excuse-moi. Oui, c'est ça. C'est parce que naturellement, j'aurais pensé que c'était toi. Habillez-vous pas en rouge pareil. Non, excuse-moi, Catherine. Ensuite, on a le contrat de signature pour la mise à jour du contrat d'assurance municipale, Fonds d'assurance des municipalités. Il faut mettre à jour notre dossier. On avait comme des choses qui restaient dans le fond en suspens, qui Centre Adélard apparaissait toujours au nombre des OBNL qui étaient liés, dans le fond, à l'assurance de la municipalité, ce qui n'est plus le cas du tout. Donc, on retire le Centre Adélard de cette formule. C'est pas la même chose. L'Auto-Québec, c'est l'Auto-Québec. C'est sa propre assurance. Ouais. Oui. On a averti notre assurance quand même. Oui. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas Adélard qui couvre l'assurance de l'Auto-Québec.
qui propose? Avec Claude et Bob. Marie-Claude et Bob. Mais là, vous êtes la fleur encore. Bon, Association des parents d'enfants Asperger, Asperger, une demande de reconnaissance. C'est pour un organisme qui est enregistré sur le chemin McIntosh qui demande à la municipalité de faire partie du réseau. En fait, si on reconnaît l'organisme, il pourra faire partie de l'Union des municipalités et profiter d'une assurance à moindre coût. On le fait pour tous les organismes à but non lucratif qui nous soumettent des demandes. Évidemment, on vérifie la pertinence de la chose. Alors donc, il est proposé que nous reconnaissions l'Association des parents d'enfants Asperger, puis qu'on mandate notre directeur pour… Non, ça, c'est une chose. Est-ce qu'on… Qui propose? Non, c'est dans la même. Ensemble? OK. OK, on le met dans le même réseau. Ben, je voyais ça en deux, mais on peut, si on traite les deux, il n'y a aucun problème. C'est que dans le fond, on fait face à des demandes semblables tout le temps. Alors, je pense qu'on devrait élaborer un programme de politique de reconnaissance et de soutien des organismes communautaires, mandater donc notre directeur général à cet effet. Alors, sur ces deux propositions, qui proposent? J'ai Catherine et Josiane. OK. Nomination point 37, un membre pour le comité consultatif environnement. Alors, donc, les annonces avaient été faites depuis la fin juillet. Oui, c'est ça, parce que oui. Donc, les gens avaient jusqu'au 30 août pour soumettre leur candidature et le conseil municipal a choisi de nommer, je te laisse, donc Marie-Josée Lemaire en tant que membre du CCE au siège numéro 2 pour le mandat qui va débuter le 9 septembre et se terminer le 3 mars 2025. Alors, bravo, félicitations et bienvenue. J'imagine que le comité, vous allez communiquer avec elle pour lui faire connaître. 3 rencontres par mois. 3 rencontres par mois, 4 projets de règlement par année. Oui, c'est ça, c'est intense. On va. Josiane, je pense. Je pense que Josiane a proposé, tu as raison, qui est Catherine. 38 appuis de candidature pour le prix Municipalité et Développement durable. Alors, c'est une résolution pour permettre, dans le fond, signifier que le Conseil appuie la candidature du projet Plan d'aménagement multiressources écosystémiques du parc municipal de Frelichburg en vue de la création d'une forêt-école. Tout ça pour soumettre une candidature au prix de Municipalité et Développement durable. Notre projet est super beau. On a de belles intentions, une belle vision dans le cadre de l'aménagement du parc. Et je pense qu'on mérite, dans le fond, de présenter. On mérite non seulement de le présenter, mais on mérite de gagner. Qui propose? J'ai Bob et Gilles. Demande d'officialisation d'un nom du parc municipal. Alors, c'était en cours depuis quelque temps. On a reçu beaucoup de suggestions de la part de la communauté qui a répondu au sondage. Certaines plus farfelues que d'autres, je dois le dire. Mais mis à part tout ça, le conseil, dans le fond, a fait sa tête autour d'un nouveau nom. Alors, ce ne sera plus le parc municipal, ce sera le parc Jane Freely. On explique un peu pourquoi on a choisi le nom de Jane Freely. Est-ce qu'on dit Freely, Frelis, Frelich? Ce sera à… Hein? Il n'y a pas de S. Il n'y a pas de S, mais le GH, on fait quoi avec? On le laisse aller? En tout cas, moi, je dis Freely. Je trouve que c'est très nous, ça, Freely. Hein? Bon. Jane, dans le fond, c'est vraiment comme une histoire de saga familiale extraordinaire. Elle est née en 1803. Elle est décédée en 1863. C'était la petite-fille d'Abraham Freely. C'était vraiment, elle a mené une vie vraiment non conventionnelle pour une femme du 19e siècle. Tout d'abord, elle s'est mariée très jeune. Puis, dans le fond, elle a subi le sort des femmes qui n'avaient aucune protection légale. Sa mère l'avait nommée sur son testament parce que sa mère avait comme amené des fonds en propre au mariage en disant qu'elle voulait que ces fonds soient remis à sa fille. Ça lui a été dénié.
Elle n'a pas pu hériter de ce que sa mère voulait lui laisser. Son père et l'exécuteur testamentaire, après la mort de son père, ont fait en sorte que rien ne lui revienne. Elle a fait preuve de ténacité et je dirais presque de front. J'allais dire de front. Et voilà, c'est ça. En vendant des terrains qui n'étaient pas à elle, dans le fond, des terrains qui étaient en principe à elle, mais qui légalement ne lui appartenaient pas, de façon comme à assumer son droit à son héritage. On peut dire que c'est elle qui a participé au développement de la communauté en lotissant des terrains et en permettant d'acheter alors que son père ne faisait que louer des terres. Après sa mort, de façon posthume, on a reconnu son droit à l'héritage. Donc, ce n'est pas une criminelle qu'on choisit comme nom pour notre parc municipal, mais simplement une femme qui, encore aujourd'hui, n'a pas sa pierre tombale à l'église, au cimetière anglican où elle est enterrée. Alors, c'est comme une façon pour nous de redonner vie à une femme qui a été mise de côté et ignorée de son vivant. Alors, sur cette proposition, qui est une des pionnières de l'existence du village de Frédéricksburg. C'est ce que je disais, c'est ça, en ayant vendu des lots de terrain. Alors, Gilles, c'est bon? Ben, j'aurais aimé. Ne bouge pas. Et Marie-Claude. Et en même temps, je veux vraiment souligner la part de la Société d'histoire et de patrimoine de Frédéricksburg qui nous ont accompagnés tout du long sur dans le fond, ce choix-là qu'on avait à faire. Ils nous avaient, en cours de route, suggéré le nom de Guy Dufresne comme nom pour le parc. C'est quelqu'un qui est arrivé à Frédéricksburg en 1939. Il est décédé en 1993. Il s'est beaucoup impliqué dans le milieu culturel. Il s'est mobilisé socialement, économiquement, politiquement au sein de la communauté. On disait qu'il pourrait être de ceux qui auraient fondé Vitalité, École au village et tout autant la Société d'histoire. Il aurait vraiment aimé conserver le pont couvert qui enjambe la rivière au Brochet, Richford et 237. Alors, le Conseil soumet la candidature de Guy Dufresne à l'organisme de toponymie, Société de toponymie du Québec, pour nommer ce pont, le pont Guy Dufresne. Donc, ce sera envoyé. Il ne sera pas couvert. Il sera couvert, OK. Je vais reprendre les termes de notre directeur général. Il va être couvert par l'assurance. Alors, Bob, merci Bob et Catherine. Opération Nez Rouge 41, on a reçu une demande d'aide financière et on a décidé de souscrire parce que l'opération étend, dans le fond, ses activités. Il va couvrir l'ensemble du territoire de la MRC et Frédéricksburg, bien évidemment. Alors, on accorde un soutien financier de 250 $ à l'opération. Qui propose? Josiane et Stéphanie. On arrive au point où je vais pouvoir me taire et laisser parler les autres. Nouvelle des comités consultatifs. Qu'est-ce que dit? OK, bien. OK. Comité consultatif, société. Alors, Stéphanie, je te cède la parole. Alors, bonsoir. Bon, alors là, le 3/4 du comité consultatif est en vacances en ce moment, depuis quelques semaines. On a quelques rencontres là, à venir là, pour planifier notre année 24-25. Par contre, il y a un projet actuellement qui est en train de vivre. Ce sont les soirées cinéma jeunesse. La première soirée a eu lieu samedi dernier. Il y en a une autre le 14 septembre, Prince du désert, le 28 septembre, Dounia et le Grand Péninsula. Donc, puis le 5 octobre, il y aura un autre film qui est encore à confirmer. Donc, ces soirées se passent au BTV Trave, c'est en collaboration avec la FIDUCI.
Donc, ça, c'est ça. Et aussi, le comité de la bibliothèque travaille à son horaire de bénévole. Donc, il nous manque quelques plages horaires à combler. Donc, probablement que je vais envoyer un message là, sur les différents réseaux sociaux, là, page Facebook et compagnie, là, très rapidement pour l'automne. Dans le fond, l'horaire de l'automne, hiver, jusqu'aux fêtes. Okay. Donc, voilà pour le comité de société. Merci. Alors, la bibliothèque est ouverte actuellement sur les heures d'ouverture de la municipalité, donc du lundi au jeudi, de 9h à midi et de 13h à 16h30. Je pense que j'ai dit, oui, c'est ça, 16h30. Ouais. Puis c'est aussi un espace disponible pour le télétravail. Là. Okay. Un accès Internet. Un accès Internet. Au besoin quand les gens. Et des biscuits dans la cuisine. Non, c'est une blague. C'est bon. Pauvre Sergueï, c'est pas ça, c'est ses biscuits. Merci Stéphanie. Josiane, en environnement? Oui. De notre côté, on travaille toujours sur le dossier des plantes exotiques envahissantes. On a eu un été quand même assez chargé. Donc, nous aussi, on est un peu en mode, on reprend le fil, puis on planifie l'année qui s'en vient. Puis d'ailleurs, on va avoir une nouvelle membre dans l'équipe, donc c'est parfait. Ça va être une belle intro, exact. Mm-hmm. Puis, on va être présent au Festibois pour discuter de ce qu'on fait, puis des plantes exotiques envahissantes. Donc, on va avoir notre kiosque. C'est bon. Merci, Josiane. Agriculture, foresterie, Bob? Bonsoir. Nous aussi, on est un peu en mode estival. Étant des agriculteurs. Donc, on continue. Ton micro? Et le micro? Pensons que c'est fermé. Mais le mien est ouvert, ça peut. Voilà. Excusez, donc, on continue avec le projet de frigo vert. Donc, le frigo est rempli tous les mardis là, de produits qu'on va chercher au cadre de Cowansville. C'est des produits qui proviennent d'épiceries dans le coin et d'agriculteurs qui ont des surplus. Donc, toute la population est invitée à aller se servir au frigo vert qui est au parc Godu. On se fait aussi le suivi avec Freshburg Terre Fertile, le mouvement, le groupe d'agriculteurs qui travaille sur la mise en marché de leurs produits locaux. Donc, on les suit, on les accompagne. On va rencontrer les Cocagnes là, le 25 septembre pour voir avec eux pour un lieu d'écoulement, pas d'écoulement, mais de vente des produits. Puis les Cocagnes ont eu une subvention, donc on va travailler avec eux pour essayer de développer ça. Il y a aussi le projet avec la municipalité. On va approcher la municipalité cet automne avec une idée pour les terres en friche, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les éliminer, voir quel genre de mouvement on pourrait initier avec la municipalité pour régler ce problème-là. Ça s'est fait ailleurs au Québec, donc on va voir qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Puis, on travaille toujours aussi sur la charte des paysages, là. Essayer de conserver nos beaux paysages, là. On va avoir quelque chose à présenter cet automne là-dessus. Merci. Merci, Bob. Alors, Marie-Claude, pour un doublé, culture et tourisme et patrimoine bâti. Alors, pour culture et tourisme, on va avoir une conférence sur Marcel Ferron, qui fête son centenaire cette année, mais bon, elle est décédée, bien sûr. Ce sera au Beet et Betteraves le 26 septembre à 19h. C'est confirmé. On va avoir aussi des cours de l'UTA sur la colonisation des cantons de l'Est, qui vont avoir lieu ici, les mardis soirs du 28 janvier au 25 mars, de 9h30 à midi, donc les avant-midi. Et puis, on est en train de monter, on demande à la population, d'ailleurs, les artistes, les artisans qui veulent offrir des cours dans leurs ateliers, de nous envoyer l'information pour qu'on puisse mettre ça dans un bottin qui sera sur le site de la municipalité. Alors, pour des cours de poterie, de peinture, de tissage, bon, etc. Là, j'en oublie très certainement.
L'autre, pour le patrimoine bâti, on est à la construction de répertoire des maisons patrimoniales de la municipalité. Et puis, on réfléchit à la possibilité d'élaborer un petit guide éducatif pour l'architecture patrimoniale de la municipalité pour les enfants. Parce qu'on se dit que ça commence par l'éducation, les maisons patrimoniales, la reconnaissance du bien patrimonial, alors autant éduquer les enfants. Voilà. Merci Marie-Claude. Alors, on arrive au point variable, on n'avait rien, dans le fond. Période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Full en délire. Point 27, ministère des Transports, comment une enveloppe pour les municipalités? Je me demandais si ça s'inscrivait dans le cadre de cette subvention. Ça, tu parles de point pour la TVQ. Non, parce qu'il y avait des sommes pour l'entretien des chemins, des sommes additionnelles, j'ai entendu ça aux nouvelles. Récemment? Est-ce que c'est... Oui, c'est récemment. C'est pour compenser le fédéral. Ben, c'est-à-dire que non, ça fait connu depuis un petit bout de temps. La part du provincial est quand même connue depuis, je dirais, comme 4 ou 5 semaines. Là. Fait que donner plus d'argent. Oui, vraiment, le provincial, au niveau de la TEC, donne plus qui a augmenté. C'est vraiment le fédéral qui a baissé. Mais je sais qu'ils ont annoncé une répartition différente, un ajout par rapport à l'éloignement des municipalités par rapport à la population aussi. C'est un pourcentage qui va jusqu'à 10 puis il est allé sur plusieurs années. J'ai envoyé une demande d'information pour connaître l'impact pour Fredericksburg. Est-ce que, à quel point ça peut nous avantager ou pas? Est-ce qu'on est considéré comme une région éloignée? J'en doute. Mais, il y a le pont du Moulin-Assis, c'est nouveau. On a retourné notre résolution au ministère des Transports et de la Sécurité civile également, pour en mettant en évidence le fait que des gens qui n'ont pas pu être évacués quand il y a eu la micro-rafale, ça a causé des enjeux de sécurité. Donc, de réitérer l'importance d'agir rapidement. On nous avait laissé entendre qu'ils faisaient tout en leur pouvoir pour agir cet automne. On espère, en mettant un petit peu plus de pression, que ça va se faire, là, mais si ce n'est pas là, c'est sûr que ce sera en 2025, mais j'aimerais vraiment que ce soit à plus court terme. Très bien, merci. Oui. J'aimerais réitérer une petite demande concernant la rue de l'église, en fait, une de nos rues pavées sous notre responsabilité, qui a recommencé son achalandage habituel d'écoliers quotidiens, un bon volume, ainsi que le festival qui s'en vient dans 2 semaines. Il y a plein de graviers, surtout en bas à cause des travaux de dépanneurs. Je ne sais pas si c'est prévu d'être réasphalté. Le propriétaire ne semble pas vraiment contrôler l'érosion de son driveway vers les pluviales au coin de la rue. Qui est à l'écart. Pour les voitures, les piétons, surtout les cyclistes, parce que c'est ultra glissant. Je pense qu'il y a un bon coup de balayage. Parce que le balayage, oui, mais on avait ramené un petit peu de gravier pour que ce soit plus simple. Oui, ça, oui. Son terrain privé. OK, mais on va faire le suivi avec... Demain, on va faire ça tout de suite. Sur la rue, évidemment, avec les travaux à l'école en haut, on va vivre un peu la même chose, mais ça vient tout juste de commencer. Alors que... Mais au niveau du balayage, on va faire le suivi dès demain là, avec la boîte. Okay. C'est bon. Merci. Oui? Bien, ça sera un commentaire à faire. Quel professionnalisme! La dernière fois que je suis venue dans une assemblée publique, c'était de l'autre côté. C'était carré, mais c'était pas, il y avait comme pas d'engagement autant qu'il y a de sérieux et de professionnalisme autour de la table. Merci beaucoup, c'est apprécié. Et je dois dire qu'effectivement, autour de la table. J'ai l'impression d'être entrée dans une autre municipalité. Merci, c'est apprécié. Merci. OK. J'ai ici un conseiller qui souhaiterait te donner un micro, Pauline, pour que tu le dises fort. Bien. Merci, c'est apprécié. Oui, mais ça, on entendra peut-être mal, mais en même temps, c'est ça. C'est sûr que tout le monde autour de cette table travaille vraiment très fort. Donc,
autant du côté de l'équipe municipale que des conseillers qui sont investis. C'est assez remarquable. Bon, ben merci, c'est bon. Merci. Alors, sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, la levée qui propose, Catherine et Bob. Ben, merci. 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 Bonne soirée. Ah, non? OK, bye.